On va démarrer. Du coup, bonjour à tous. Bienvenue à cette session sur les microservices sur AWS. Je m'appelle Cédric Dupuis et je suis Solutions Architect dans les équipes AWS, Amazon Web Services, en France. Pour commencer, on va essayer de donner une définition de ce que sont les microservices, ce qui n'est pas forcément une chose évidente. En fait, si vous allez voir un petit peu sur les différents sites web ou si vous tapez microservices sur Google, je pense que vous allez trouver à peu près autant de définitions que de sites ou d'auteurs autour du sujet. Moi, j'aime bien prendre la définition de Martin Fowler, qui en général fait plutôt autorité en la matière, et qui définit les microservices comme une tendance de fond de l'architecture qui vise à développer ou à architecturer des applications comme étant un agrégat, en fait un assemblage de services. Ces services, ils ont un certain nombre de caractéristiques. Ils vont tourner sur des process qui vont être indépendants pour pouvoir justement garantir le découplage entre ces différents services. Ils vont surtout répondre à des problématiques métiers, à des problématiques fonctionnelles. Ils vont communiquer à travers des processus, des mécanismes d'échange plutôt légers, plutôt hérités du web, des formats HTTP, des formats de messaging assez légers. Et on va essayer d'automatiser au maximum les éléments de déploiement, les éléments d'infrastructure, tous les éléments techniques autour de ces services pour pouvoir être plus agile et avoir une meilleure évolutivité de chacun de ces services. Et puis également, on pourra utiliser des langages, choisir le meilleur outil pour répondre aux besoins. Donc on voit que finalement, plus qu'une définition, ce qu'on va avoir autour des microservices, c'est plutôt un certain nombre de caractéristiques. Ce qui va être intéressant pour vous, c'est que vous pouvez très bien, même pour faire évoluer des architectures traditionnelles ou monolithiques, venir choisir, venir piocher dans ces caractéristiques pour implémenter vos propres architectures. Si on rentre un petit peu dans le détail de ces différentes caractéristiques, la première, c'est la mise à disposition sous forme de composants. Les composants, c'est quelque chose qui n'est pas forcément nouveau dans le monde de l'IT. Depuis très longtemps, on a une tendance à vouloir concevoir des systèmes informatiques comme étant un ensemble de composants. J'aime bien prendre l'image de la hi-fi quand je parle des composants, parce qu'on a finalement aussi un système global qui est un assemblage de composants. Je prends une chaîne hi-fi, je vais avoir un amplificateur, je vais avoir un lecteur CD, je vais avoir, oui, j'ai encore un lecteur CD à la maison, des haut-parleurs. Et donc chacun de ces éléments, chacun de ces composants du système global est indépendant. Il a une responsabilité qui lui est propre, qui est une fonction en fait, qui lui est propre. Et puis chaque élément est complètement autonome, chaque élément peut être remplacé, ou chaque élément peut être amélioré. Je vais pouvoir acheter une meilleure paire de haut-parleurs si je veux améliorer le son global de mon système, ou alors je vais pouvoir remplacer mon lecteur CD, parce que j'ai jeté tous mes CD à la poubelle, par un lecteur MP3 par exemple, par un lecteur de source virtuelle. Donc ça, on va retrouver un petit peu la même chose dans les systèmes de microservices, où par opposition, traditionnellement, on va plutôt utiliser des librairies. Les librairies, elles sont liées à un langage de programmation et elles sont très fortement couplées à notre applicatif. Donc on va intégrer des librairies dans une application, dans une certaine version. Si je veux faire évoluer la version d'une des librairies de mon application, je vais être obligé de repackager l'application globale et de relivrer l'application globale. Donc ça va être une contrainte en termes d'évolutivité de mon application. Au contraire, les composants, exactement comme dans le système hi-fi dont je parlais à l'instant, je vais être capable de changer un composant sans avoir d'impact direct sur le reste de mon application. Modulo, bien évidemment, des changements de signature d'API, par exemple, auquel cas il faudra avoir une attention particulière sur la documentation que vous allez faire autour de vos services. Le deuxième point, qui est plutôt lié à de l'organisation, c'est d'être capable de s'organiser autour de composantes fonctionnelles, autour de composantes métiers. Bien souvent, on va retrouver une organisation dans les équipes techniques qui est relativement liée aux différentes couches qu'on retrouve dans une architecture. Je vais avoir des équipes en charge de l'interface graphique, des équipes en charge du back-end applicatif, des équipes en charge de la base de données. Donc tout ça c'est bien, parce que mes équipes sont hyper spécialisées, elles sont très autonomes et très douées en fait, dans leur domaine d'activité, dans leur domaine d'expertise. Par contre, si on imagine un système qui doit évoluer, ça peut être un frein, en fait, cette organisation. Typiquement, je vais prendre un exemple très simple. Vous avez un écran de gestion de vos utilisateurs sur votre application, avec le nom, le prénom, etc. Je veux ajouter un nouveau champ dans cet écran. Je veux ajouter une nouvelle donnée au niveau de l'utilisateur, un numéro de téléphone professionnel, par exemple. Je vais avoir un impact sur ma première strate, mon premier niveau d'équipe, puisque mon équipe, autour de la user interface, devra ajouter un champ dans l'écran. Et puis l'équipe back-end devra ajouter un nouveau paramètre au niveau des signatures de méthode. Mon équipe de gestion de la base de données devra ajouter un nouveau champ dans la base de données, etc. etc. Donc ça, on voit que ça peut être un frein en fait, à l'évolutivité des applications. Et ce qu'on préférera avoir sur une approche microservice, c'est plutôt des équipes qui vont s'occuper globalement de la fonctionnalité à délivrer.
Mais globalement, c'est-à-dire encore plus loin que la partie purement technique et purement développement, ça peut être aussi sur les aspects opérationnels, ça peut être sur l'évolutivité des services que vous allez mettre à disposition. Chez Amazon, en fait, on a une citation que vous avez peut-être déjà entendue aujourd'hui, à mon avis, de notre CTO Werner Vogels, qui dit « You build it, you run it ». On est vraiment dans cette mouvance DevOps où on va avoir des équipes complètement autonomes qui travaillent globalement sur un service à fournir. Également, on va essayer de sortir de la notion de projet informatique. La notion de projet informatique, c'est quelque chose qui est très répandu, qui introduit aussi une autre forme de silo. En fait, j'avais un silo tout à l'heure qui était plutôt un silo technologique. Dans la vision de projet informatique, on va plutôt avoir un silo qui est lié au cycle global de vie d'un produit, si on considère qu'un service est un produit, et c'est plutôt ce qu'on va être amené à considérer, où on aura en fait dans le cycle sous forme de projet une phase de développement, une phase de production et une phase de maintenance, avec bien souvent des équipes différentes sur chacun des 3 épisodes de la vie de notre produit. Ça peut également être un frein, non seulement en termes d'innovation, en termes de déploiement, également en termes de responsabilisation des équipes, c'est-à-dire que votre équipe qui est en charge du développement sera peut-être moins impactée par le fait d'avoir délivré potentiellement un bug qui a été introduit en production, qui a fait que l'équipe de production a été réveillée la nuit pour corriger ce problème. Une fois de plus, je vais prendre un exemple chez Amazon Web Services. Les équipes sont plutôt des équipes orientées DevOps. Et donc, si vous introduisez un bug sur le développement que vous avez fait et que vous avez livré le jour même, c'est vous qui allez être réveillé la nuit à 3 heures du matin pour venir corriger le bug et devoir assurer le lendemain à nouveau votre journée de production de code. Donc, je pense qu'en termes de responsabilisation, il y a aussi quelque part un enjeu qui est relativement différent. Et puis, finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que le succès du produit ou l'évolutivité des produits, elle est aussi forcément très liée aux utilisateurs, puisque c'est les utilisateurs qui vont définir si le produit correspond bien à leurs besoins, ou en tout cas dans quelle mesure et dans quel sens on doit le faire évoluer. Donc avoir une équipe qui soit maintenue tout au long du cycle de vie de ce produit, ça fait clairement du sens. D'un point de vue plus technique, si on considère que notre application, c'est vraiment un assemblage de services entre eux, ces services sont fortement découplés, il va falloir quand même maintenir une communication entre ces services. Et pour ça, de la même façon, en fait, que si on considère que les microservices peuvent être une forme de SOA, dans la SOA, on avait introduit des mécanismes relativement complexes, comme les ESB par exemple, ou pour ceux qui sont un peu plus vieux et qui se souviennent encore des EAI, des choses très complexes pour de l'échange de messages entre des services découplés, mais qui allait bien souvent bien au-delà en fait, du simple échange de messages. On avait aussi de la corrélation, on avait du routage des messages, on avait potentiellement des règles métiers intégrées dans la couche de messagerie. Dans une approche microservice, on va vraiment essayer de sortir totalement l'intelligence, si on parle d'intelligence, de cette couche d'échange, de cette couche de protocole, et de la remettre vraiment au niveau du service. Donc c'est pour ça qu'on va principalement se baser sur des protocoles relativement légers, relativement simples, comme HTTP, si je veux des microservices plutôt orientés API, ou alors si j'ai des besoins d'asynchronisme, des messageries d'échange asynchrone plutôt légères, comme RabbitMQ, ZeroMQ, ou dans la sphère AWS, des outils comme SQS, qui vous permettent d'avoir une file de messages complètement managée par Amazon pour justement échanger, dialoguer entre services. Un autre point important, c'est la décentralisation. Alors, la décentralisation, on va l'avoir à plusieurs niveaux. D'abord, à un niveau technologique. Typiquement, en fait, on a souvent tendance à vouloir peut-être trop standardiser les choses, c'est-à-dire à prendre des grandes décisions. Donc, on parlera dans ce cas-là plutôt de gouvernance, où on va choisir que telle technologie deviendra la technologie qu'on va utiliser pour tous nos développements. Tous mes développements vont être faits en Java. Ou ma base de données, ce sera forcément Oracle, avec les problématiques qu'on peut avoir autour des licences des éditeurs, etc. Là, on va plutôt essayer de sortir de ce modèle-là, qui est un modèle qui finalement va plutôt amener de la contrainte en termes de développement et en termes d'efficacité. Pour plutôt se poser à chaque fois la question, j'ai un produit à développer, un service à développer, je vais essayer de trouver le ou les meilleurs outils pour développer ce produit. Est-ce que je vais faire plutôt du Node.js pour développer un service de site web, ou alors j'ai des problématiques de temps réel, de calcul semi-temps réel, je vais plutôt choisir de faire du C ou du C++. De même, on peut se poser la question aussi sur la couche de gestion de la donnée. Typiquement, j'ai des données très structurées avec beaucoup de jointures, je vais plutôt choisir une base SQL. A contrario, je n'ai pas forcément de schéma, j'ai besoin d'énormément de scalabilité, je vais plutôt choisir une base NoSQL. Enfin, en tout cas, je ne vais pas me contraindre par rapport à ça, et je vais vraiment essayer de choisir le meilleur outil par rapport à mon besoin. De la même façon, ma couche de données, je vais la laisser la décentraliser également, la décentraliser au niveau du service. C'est-à-dire que chacun des services aura sa propre couche de données qui lui est propre,
ce qui lui permet, par rapport au premier point que j'évoquais, de choisir la structure la plus à même de travailler sur ce service. Et ensuite, si j'ai besoin de reconsolider les données ou de recentraliser les données, rien ne m'empêche de le faire sur des batchs nocturnes ou autres, ou même en temps réel avec des services comme Kinesis par exemple, et de recentraliser ma donnée pour la traiter, mais ça finalement c'est déjà un autre besoin, et donc je n'ai pas forcément besoin d'avoir un impact sur le service que je suis en train de développer. Pour tout ça, si je parle de rapidité de développement, etc., je vais avoir besoin d'automatiser au maximum, automatiser l'infrastructure. Avec AWS, on peut le faire très facilement à travers des produits comme CloudFormation, par exemple, qui vont nous permettre vraiment de construire un template d'infrastructure et d'être capable de le versionner en même temps que le code source de mon application et être capable de déployer très très rapidement les éléments. Donc ça, c'est vraiment un prérequis relativement fort, hein, d'être capable d'automatiser l'infra, automatiser les développements, aller vers vraiment du déploiement en continu. Donc ça, c'est vraiment un point qui est très fort. Partir du principe que tout système peut être amené à défaillir à un moment ou à un autre, ce sera encore plus vrai si vous avez un agrégat de petits services qui vont communiquer entre eux pour construire votre application globale. Il faudra vraiment prévoir que le consommateur d'un service puisse se passer de ce service, ou en tout cas réagir sans planter de façon assez grossière, si jamais ce service n'est plus disponible. Donc pour ça, en fait, il y a plusieurs éléments qui vont être importants. Le premier, ça peut être de simuler la perte d'un service pour savoir comment réagissent les services consommateurs. On a un client qui fait ça très bien, qui est Netflix, hein, qui parle beaucoup en fait, de la suite qu'ils ont développée autour des tests, qui s'appelle Simian Army, et surtout de l'outil que j'imagine la plupart d'entre vous connaissent, hein, qui s'appelle Chaos Monkey, et qui permet aléatoirement de venir tuer des éléments de l'infrastructure pour voir comment mon système global réagit. Ça peut être des éléments qui sont intéressants à tester. Netflix, ils ne font pas que le tester, eux, ça tourne en prod. C'est-à-dire sur leur production, aléatoirement, ils vont venir tuer une instance, tuer une zone de disponibilité, jusqu'à tuer une région complète pour mener des tests en fait, au niveau de leurs infrastructures. Deuxième point qui va être important par rapport à ça, c'est d'être capable de détecter cette faille, détecter cette perte d'un élément de l'infrastructure. Donc pour ça, je pense que le monitoring devient, dans une infrastructure de microservices, encore plus important que pour des applications traditionnelles. Donc avoir un très bon monitoring technique, être capable de voir le nombre de requêtes HTTP que j'ai eues sur mon serveur ou le nombre de connexions à ma base. Je pense que ce qui peut être intéressant également, c'est d'avoir un monitoring beaucoup plus applicatif. Typiquement, si vous avez sur votre site de e-commerce un microservice de prise de commande, il peut être intéressant de suivre en tant que métrique le nombre de commandes qui sont passées par minute ou par heure ou par seconde, j'en sais rien, ça dépend de votre échelle, et de détecter en fait des seuils qui sont anormaux au niveau de cette métrique. Alors ça ne va pas forcément vous donner l'idée du diagnostic de ce qui se passe au niveau du système. Par contre, vous êtes capable de détecter qu'il y a un élément qui est juste pas normal. Habituellement, j'ai une centaine de commandes par minute. Là, j'en ai plus que 2 ou j'en ai plus que pire 0. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est juste que mon catalogue n'est pas à jour? Est-ce que, en tout cas, ça peut vous alerter sur un problème qui n'est pas forcément un problème purement technique, mais en tout cas, vous alerter sur un problème. Et ce niveau de monitoring applicatif, il devient d'autant plus important avec les microservices. Et le dernier point, c'est d'avoir un design extrêmement évolutif, justement par ce découplage assez fort entre chacune des composantes de mon application. Je vais être capable de les faire évoluer beaucoup plus rapidement. Alors il faudra travailler intelligemment la granularité de ces services. C'est souvent une question qu'on nous pose, en fait. Un microservice, est-ce que c'est un nombre d'hommes? Est-ce que c'est un nombre de lignes de code? Il n'y a pas vraiment de réalité par rapport à ça. Nous, on a souvent une citation qu'on emploie chez nous qui dit qu'on doit être capable de nourrir une équipe de développement avec 2 pizzas, le fameux double pizza team que vous connaissez certainement déjà. Après, on ne donne pas la taille de la pizza, on ne donne pas l'appétit des gens. Donc c'est assez variable finalement. En tout cas, je pense que le plus important, pour en venir à une des premières caractéristiques que j'évoquais, c'est plutôt de répondre à un service, de répondre à un besoin fonctionnel. Donc je pense que c'est comme ça qu'on va être capable d'avoir une bonne granularité au niveau des microservices. Et ce qui va être intéressant, en fait, c'est la capacité justement à le déployer très facilement sans avoir d'interaction avec le reste de l'application. Je vais vous donner 2 exemples par rapport à ça. Le premier, si on prend la homepage Amazon.com, que tout le monde connaît, c'est en fait un agrégat de plusieurs centaines de microservices, juste la page d'accueil, qui sont déployés en pic toutes les 12 secondes et qui sont déployés en pic par heure. Il y a à peu près 1 millier de déploiements par heure en pic sur la page d'accueil d'Amazon. L'intérêt, c'est que, imaginons même qu'une partie de ces services soit amenée à planter, soit amenée à tomber, le reste n'est pas impacté et la page globale s'affiche toujours. Un autre point sur l'évolutivité, l'évolution du design, c'est avec un de nos clients, qui est le Guardian en Angleterre, qui avait une application, un site web, qui avait déjà quelques années, relativement monolithique, et ils sont partis du principe qu'on n'allait pas
tout prendre et tout mettre à la poubelle pour partir sur un nouveau type d'architecture, mais plutôt que toutes les nouvelles fonctionnalités de ce site allaient être développées, architecturées sous forme de microservices et intégrées globalement à l'application monolithique de base. Donc c'est pas forcément j'oublie tout ce que j'ai fait avant et je pars intégralement sur du microservice, ça peut être aussi cette approche en fait évolutive où finalement toutes les nouvelles fonctionnalités vont être intégrées sur l'existant sous cette forme. Donc pour vous donner un petit peu de retour d'expérience en fait, d'un des clients d'AWS, je vous demande d'accueillir sur scène maintenant Jérôme Guillard, qui est DevOps Lead chez Aldebaran Robotics, et qui va vous présenter en fait, comment justement s'est opérée cette migration d'un système monolithique vers un système plutôt orienté à microservices. Merci. Bonjour. Vous connaissez peut-être la société Aldebaran. Donc, nous sommes la société qui produit les 3 robots que vous voyez ici. On a Nao, le petit robot qui a donc été produit à environ 5000 exemplaires, essentiellement vendu à des académiques. On a aussi Pepper, le robot émotionnel, qui, lui, vise pour l'instant essentiellement un public B2C, essentiellement au Japon, et qui se dirige sous peu pour être vendu au B2C, sous peu. Nous avons également le robot Romeo. Romeo est issu d'un projet européen, il a été fabriqué à 10 exemplaires, et en fait, le point commun entre tous ces robots, c'est qu'ils se connectent à un seul cloud, qui est le cloud d'Aldebaran. Donc, qui développe dans ce cloud? Historiquement, nous avons une petite équipe qui a, au fil du temps, créé différents services, mais nous étions assez limités dans le sens où nous avions un grand vivier d'experts en embarqué, et ce que nous voulions faire, c'est accompagner ces différents experts de l'embarqué à migrer leurs services dans notre cloud. Donc, le problème avec les personnes venant d'embarquer est qu'elles ne sont pas au fait des différentes problématiques qui peuvent être la scalabilité ou encore l'exploitation. Le rôle de l'équipe cloud va être de les accompagner afin de pouvoir développer de nouveaux services dans nos infrastructures. Donc, historiquement, nos services sont assez monolithiques, c'est-à-dire que c'était une sorte de gros bloc qu'il était difficile à faire évoluer et également difficile à mettre à jour. Donc, nous avions énormément de couplage avec le robot, et de plus, ce bloc comportait de plus en plus de features pour lesquelles il n'était pas destiné à l'origine. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé à migrer toute notre infrastructure vers une architecture plus modulaire. Donc, dans cette architecture, nous avons réussi à différencier 2 couches principales. La première qui est les services techniques, la couche de services techniques qui va venir faire abstraction aux différents éléments d'AWS. Et nous avons la couche métier qui, elle, va se reposer donc sur cette couche technique et qui va communiquer directement avec le robot. Donc, si je prends l'exemple du service de Photo Manager, le service de Photo Manager, qui est un business service, va se reposer sur 2 services qui sont storage et le service de permission, qui eux-mêmes se reposent sur des éléments d'Amazon tels que S3 ou Dynamo. Donc, cette architecture tend à se rapprocher vers l'architecture des microservices. Ici, nous avons pu, au sein d'Aldebaran, voir quels sont les inconvénients et les enjeux autour des microservices. Premièrement, nous pensons qu'au niveau des microservices, nous arrivons à délivrer plus régulièrement de nouvelles applications. De plus, nous considérons que c'est plus facile à faire évoluer, à maintenir à jour. Et nous avons donc une meilleure qualité de service. Nous avons la capacité de mieux voir, de mieux comprendre comment fonctionne ce service. Les enjeux, par contre, ça va être comment nous pouvons faire afin de répondre à la charge de travail grandissante autour du fait que nous avons plus de services à maintenir. Nous devons également faire en sorte de rationaliser ces différents services afin d'éviter que différents scopes rentrent en collision. Et nous avons également un grand enjeu qui va être autour de tout ce qui va être les outils de monitoring, de log, enfin tout ce qui va concerner donc la gouvernance. Donc, chez Aldebaran, nous avons misé sur l'approche DevOps. Le DevOps va être le lien
dans tout ce développement. C'est-à-dire qu'il va être le lien entre les équipes de dev qui vont produire le code, entre les équipes de test qui vont tester ce code, et ça va être le rôle du DevOps d'amener ce code jusqu'en production. Pour ça, il va avoir à sa disposition différents outils tels que Jenkins, Git, Redmine, Chef. Nous utilisons également beaucoup les outils d'Amazon tels que CloudFormation, Elastic Beanstalk, et depuis peu, nous utilisons de plus en plus les différents conteneurs Docker. Donc maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment notre cloud provider va pouvoir nous accompagner dans ce changement, comment il va pouvoir nous accompagner dans la mise en place de cette stratégie. Parce qu'en fait, nous nous confrontons à différents challenges qui vont être comment on va avoir la capacité de mutualiser des ressources avec un grain plus fin, comment notre cloud provider va pouvoir nous aider à intégrer les différents outils DevOps. Et en fait, étant donné que nous misons de plus en plus sur la technologie des conteneurs, dans le sens où le conteneur nous permet de garder le même environnement du développement jusqu'à la production, qu'est-ce qui nous est proposé autour de ça? En fait, nous pensons que le DevOps va avoir une sorte de rêve qui est de pouvoir exécuter de la logique en réponse à certains événements, le tout dans une architecture spécifique et avec des propriétés de qualité de service maîtrisables. Donc, je demande à Cyril de revenir. Merci beaucoup. Merci. Donc, si je dois résumer un petit peu justement ce rêve du DevOps évoqué par Jérôme, on voit bien qu'il y a deux besoins qui sont assez distincts. Le premier, c'est finalement d'améliorer, en fait, d'optimiser l'utilisation de mes ressources. La problématique qu'on va rencontrer autour des microservices, c'est que microservices demandent de la micro-infrastructure quelque part, et que finalement, si je raisonne au niveau d'une instance globale, si je me positionne sur un schéma assez simple avec une instance EC2, j'aurai peut-être finalement trop de capacité par rapport à ce dont va réellement avoir besoin mon service. Donc ça, c'est le premier besoin, être capable de mutualiser, mais tout en gardant un contexte où je vais complètement sécuriser mes développements, complètement garantir l'isolation entre chacun des services qui sont mutualisés sur une même instance. Donc ça, c'est un des premiers challenges. Le premier qu'on évoquait, c'est plutôt d'avoir des architectures orientées événements. C'est des tendances de fond qu'on voit également beaucoup, avec la capacité à dire, moi je déploie du code dans le cloud, je configure l'événement qui doit déclencher ce code, et après, c'est l'affaire du cloud d'être capable d'exécuter ce code en fonction des ressources que j'ai attribuées. Donc vraiment optimisation des ressources, sécurisation des déploiements, et puis puisque je suis dans un fonctionnement DevOps où je vais de la même façon avoir, je pense que c'est le cas pour nombre d'entre vous, avoir des équipes en charge de la maintenance relativement réduites, travailler dans des environnements le plus managés possible. Donc c'est un petit peu l'idée de base derrière un des premiers services que je vais vous présenter qui est ECS. Donc ECS pour Amazon EC2 Container Service. L'idée c'est de réutiliser finalement un concept qui est déjà assez ancien dans le monde de l'informatique, qui est le concept de conteneur. Des conteneurs, c'est des choses qu'on retrouvait déjà pour les plus vieux d'entre nous dans les mainframes ou sur des systèmes Solaris, qui ont été largement popularisés par Docker et par les initiatives qui ont été également popularisées par Google sur les C-groups et les namespaces, qui vont permettre, au sein d'un même kernel Linux, d'être capable d'isoler des processus, d'être capable d'isoler des volumes, de partager des volumes dans un environnement complètement cloisonné. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va, par contre, donc ça, effectivement, ça a été très popularisé par Docker. Par contre, la problématique qu'on va retrouver, c'est d'accord, mais comment je gère ces conteneurs, comment j'opère le déploiement dans ces conteneurs, comment je les monitore, comment je m'assure que si un conteneur est amené à planter, je vais être capable d'en relancer un. Donc finalement, toute la partie management autour de ces différents éléments. Donc c'est vraiment ce qu'on cherche, nous, à adresser autour de ce nouveau service qui est ECS. Quel est l'intérêt des conteneurs dans notre objectif qui nous intéresse aujourd'hui, que sont les microservices? Plusieurs bénéfices. D'abord, la vitesse. Alors par vitesse, j'entends plutôt performance, c'est-à-dire que dans l'utilisation des conteneurs, il n'y aura pas d'overhead en termes de performance. On va être sur quelque chose d'aussi performant que sur des instances classiques. Ce n'est pas juste une VM dans une VM. Le concept, ce n'est pas ça en fait. C'est vraiment d'être capable d'isoler des parties de votre système d'exploitation, d'attribuer des ressources et de garantir l'usage de ces ressources uniquement pour le conteneur en cours.
Donc il n'y a pas d'overhead en termes de performance. Le deuxième point, c'est la consistance, être capable, c'est des points qui avaient également été relevés par les équipes d'Aldébaran, c'est que entre mes environnements de dev, de qualif et de prod, même si je m'assure d'avoir exactement la même version du code qui tourne, je peux quand même avoir des petites différences au niveau de mon système d'exploitation, au niveau des packages qui ont été déployés. Ça peut être en tout cas plus dur de contrôler, d'avoir bien exactement le même environnement, la même version de mon environnement sur les différentes strates de déploiement. Donc ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir garantir avec les conteneurs, que je peux vraiment déplacer d'un environnement à l'autre ou recopier d'un environnement à l'autre. Le troisième point, c'est l'efficacité de l'usage de mes ressources. On considère qu'il y a des chiffres qui sont relativement publics, qui considèrent qu'en général, dans l'IT traditionnel, et même dans l'IT virtualisé, il y a à peu près 15% des ressources disponibles qui sont réellement consommées. C'est un chiffre qu'on retrouve 15 à 20%, c'est un chiffre qu'on retrouve assez régulièrement. Et donc l'objectif de la containerisation, c'est vraiment de maximiser l'usage que vous avez des instances. Et le dernier point, c'est la flexibilité avec la capacité à déployer indépendamment d'une plateforme Linux à l'autre. Je sais qu'il y a aussi des expérimentations, des choses dans le monde de Microsoft pour faire tourner du Docker actuellement, mais aujourd'hui, ça restait quand même relativement cantonné à un monde Linux. Les différents composants clés, si on regarde un petit peu sous le moteur de CS, qu'est-ce qu'on va retrouver? Des choses relativement connues pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec les outils d'Amazon Web Services. Vous allez retrouver une AMI, donc une Amazon Machine Image, qui vous permet de configurer des instances. Cette AMI, elle aura plusieurs spécificités. C'est d'embarquer toute la stack Docker et également d'embarquer ce qu'on appelle l'agent ECS, qui est un petit composant qu'on a mis en open source, donc c'est important de le signaler, et qui va être en charge de communiquer avec ce qu'on appelle le cluster manager, qui lui va permettre de gérer, puisque dans un cluster Docker, vous allez avoir plusieurs instances qu'on va utiliser pour déployer nos conteneurs, et il faut s'assurer de la bonne santé des conteneurs, où sont répartis mes conteneurs sur mon cluster global, est-ce que j'ai un conteneur qui a planté, auquel cas il faut le redémarrer. Donc en charge vraiment de toute cette partie gestion du cycle de vie global de mes conteneurs. Et ce cluster manager, il va communiquer avec un autre composant qu'on a fortement découplé, qui est le conteneur scheduler, qui lui va être en charge d'optimiser le placement des conteneurs en fonction de la quantité par exemple, de mémoire, de CPU dont ils ont besoin, d'en optimiser le placement sur les différentes instances de votre cluster. Ça, c'est un composant qui est découplé et vous avez la possibilité, donc nous on en fournit une implémentation par défaut dans l'ECS, vous avez la possibilité de remplacer, si vous avez des besoins business spécifiques, de remplacer cette implémentation par des implémentations open source ou des implémentations du marché, des implémentations comme Marathon ou Chronos pour ceux qui connaissent un petit peu l'écosystème Docker. Comment je vais définir le contenu d'un de mes conteneurs? Je vais le définir en définissant une task definition. Donc c'est un fichier JSON qui ressemble beaucoup au fichier de configuration de Docker, dans lequel je vais définir justement mon image Docker que je souhaite déployer sur mon conteneur, donc qui va être hébergé sur un Docker Hub, la quantité de CPU, de RAM dont j'ai besoin au niveau de ce conteneur, et puis éventuellement des choses qui sont plutôt techniques sur des points de montage, sur des volumes de données. Est-ce que mon conteneur a besoin d'accéder à des volumes EBS? Et je vais être capable de partager des volumes EBS entre plusieurs conteneurs et de monter des volumes directement au niveau de mon conteneur. Donc tout ça repose vraiment sur des technologies qu'on connaît et qu'on maîtrise très bien chez AWS, puisqu'on les opère depuis maintenant quasiment une dizaine d'années. Donc de la même façon, au niveau du réseau, on va pouvoir aussi utiliser des composantes classiques de Docker, comme le lien entre les ports, le mapping de ports, etc. Donc pour les gens qui connaissent bien l'univers Docker, vous allez vraiment être dans un univers très connu, avec en plus la capacité à utiliser toute l'infrastructure sous-jacente d'AWS, donc le déploiement dans les VPC, les security groups, etc. Donc toute la sécurisation habituelle que vous avez l'habitude d'utiliser sur vos déploiements. Le deuxième service dont je voulais vous parler, c'était pour adresser la seconde problématique présentée par Jérôme, c'est la capacité à avoir du code qui s'exécute sur des événements particuliers. Donc pour ça, on a un service qui s'appelle AWS Lambda. Je me suis permis de reprendre une citation de Werner Vogels, notre CTO, qui le définit comme étant un pass pour les microservices event-driven. Je ne vais pas me lancer dans la traduction d'event-driven en français, ça ne va pas être très très bon. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir... La notion de pass, est vraiment importante, parce que je pense que c'est la première fois qu'on en rencontre cette notion de pass sur AWS, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir accès à l'infrastructure. Vous allez avoir accès à votre code, vous allez déployer du code qui est du code en Node.js, vous allez configurer l'événement qui doit provoquer le déclenchement de ce code. Cet événement, il va être basé soit sur des services AWS, un événement lié à S3, un événement lié à Kinesis, un événement lié à de l'API,
un événement lié à DynamoDB. Et vous allez pouvoir, de cette façon-là, en fait, configurer comment vous souhaitez lancer cette lambda fonction. Cette lambda fonction écrite en Node.js. Comment ça va être un point qui va être également important, c'est au niveau de la facturation. On va quelque part un peu redonner le pouvoir aux développeurs, ce qui n'est pas pour me déplaire, dans le sens où la facturation de lambda va vraiment être liée à la qualité d'exécution, à la performance d'exécution de votre code, puisque la facturation va être liée au nombre d'exécutions de votre code, mais également à la quantité de mémoire consommée. Donc vous pouvez allouer des ressources à chaque exécution de votre fonction lambda, et également au temps d'exécution. Donc si vous avez plus votre code est optimisé, moins il prendra de temps pour s'exécuter, moins vous allez payer. Donc si on reprend les 4 grands préceptes de lambda, le premier, ça va être de répondre très rapidement à des nouvelles informations. Typiquement, si je reprends les trois producteurs d'événements que j'évoquais tout à l'heure, je peux avoir un événement qui va être, je crée un nouvel objet dans S3. Donc S3, c'est l'environnement de gestion d'objets sur le web. Et par exemple, si j'ajoute une nouvelle image dans un bucket, je vais avoir une lambda fonction qui va se déclencher et qui va automatiquement générer une vignette correspondant à cette image. Voilà, ça peut être un cas d'usage assez simple, mais qui est vraiment dans la philosophie de ce qu'on veut mettre en avant avec lambda. Ou alors, ça peut être de l'analyse de clics. Vous avez tout votre flux de clics qui arrive dans Kinesis, qui est un moteur d'ingestion en temps réel. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, il y en a qui ont participé à la session juste avant moi, mais on a parlé, Michael a dû vous parler de Kinesis. Donc un moteur d'ingestion d'événements en temps réel, sur lequel vous allez pouvoir en fait déclencher directement des fonctions d'agrégation, d'analyse de ces flux, etc. Ou alors sur DynamoDB, qui est une base NoSQL, avoir des mécanismes je ne sais pas, si vous renseignez une adresse mail par exemple dans DynamoDB, avoir des mécanismes de vérification automatique qui vont s'exécuter à travers une lambda fonction. Et puis vous pouvez également déclencher via l'API des événements qui sont complètement custom, complètement orientés business, mais qui vont déclencher de la même façon l'exécution de ces lambda fonctions. L'intérêt, c'est que vous n'avez pas à vous soucier de toute la couche d'infrastructure, donc que ce soit en termes d'échelle, vous allez allouer des ressources, je vous montrerai juste après une petite capture d'écran, vous allez allouer des ressources pour l'exécution de vos lambda fonctions, et nous on va faire en sorte de provisionner de l'infrastructure pour chacune des exécutions de ces lambda fonctions. Donc que ce soit en termes d'échelle ou en termes même de management de l'infrastructure, c'est nous qui gérons cette partie-là. Vous avez juste à la configurer et à vous assurer que votre code est bien écrit. Et donc, je ne vais pas reprendre l'exemple en fait, sur le fait que c'est cost-effectif et efficace. C'est ce que j'ai dit, le mode de facturation est directement lié finalement à la bonne qualité du code ou au succès du code, ce qui dans tous les cas en fait, est un facteur intéressant. J'avais refait un petit calcul en fait, pour vous donner un exemple en termes de facturation. Sur une échelle, en fait, donc ça va être une facturation mensuelle, comme la plupart du temps sur AWS. Si on part du principe qu'on a une fonction qui va s'exécuter 30 millions de fois dans le mois, qui prend 200 millisecondes à chaque fois pour s'exécuter, pour laquelle vous avez alloué 128 mégas de RAM pour l'exécution de cette fonction, on arrive à peu près à une facturation de l'ordre de 18,50 $ par mois. Donc la facturation elle va vraiment être liée au nombre d'exécutions par mois. Donc c'est 20 centimes par million d'exécutions. On est bien sur 20 centimes de dollars par million d'exécutions. On est sur cette échelle-là. Et ensuite, c'est un ratio qui est calculé sur le nombre de gigas consommés par seconde. Donc ça, vous pouvez faire le ratio entre le nombre de fois où votre fonction a été lancée, le temps qu'elle a pris pour s'exécuter et la quantité de mémoire que vous lui avez allouée. Donc si vous avez des questions sur la facturation, on pourra en reparler après. Donc à quoi ça ressemble en termes de mise en œuvre? C'est très simple au niveau de lambda. Donc voilà la console de lambda, je vais définir un nom pour ma fonction, une description, le code source associé à cette fonction. Soit vous l'éditez directement dans l'éditeur online, soit vous chargez un zip avec le code source, éventuellement les dépendances Node.js si vous en avez. Le handler, l'event handler qui vous permet de récupérer les informations, de lancer directement la fonction en récupérant les informations sur l'événement et sur le contexte d'exécution. C'est ce que vous voyez ici sur la ligne numéro 5. Donc ça correspond au nom du handler. Et puis la gestion des rôles IAM. On retrouve toujours la même politique de gestion de la sécurité sur AWS avec les rôles IAM qui vous permettent de donner des droits à votre fonction lambda pour être capable d'exécuter des tâches sur d'autres services AWS. Typiquement, dans le cas que je prenais sur la génération d'une vignette, il faudra donner les droits à votre fonction lambda pour qu'elle puisse aller écrire la vignette générée dans un autre bucket S3 ou dans le même bucket S3. Donc ça, c'est des choses que vous allez pouvoir piloter à travers les rôles IAM. Et la dernière partie, dans les paramètres avancés, c'est justement la quantité de RAM que vous souhaitez allouer à chaque exécution de votre fonction lambda. Je parle bien de chaque exécution.
et un timeout pour justement là avoir un garde-fou en termes de coût, puisque on va directement vous facturer sur le temps d'exécution. Si jamais pour une raison X ou Y il y a un problème dans le code qui a été écrit, vous pouvez mettre un garde-fou avec un timeout d'exécution qui va vous alimenter. Vous avez tout un environnement de monitoring qui est lié à Lambda, dans lequel vous allez retrouver le nombre d'exécutions, les erreurs, etc., etc. Et côté producteur de l'événement, j'ai pris l'exemple avec S3. Dans la console d'S3, vous allez pouvoir définir que donc vous avez l'objet, l'événement qui va déclencher le traitement. Donc là, par exemple, si je crée un objet dans ce bucket, je vais déclencher l'appel de la fonction que j'ai configurée précédemment avec les rôles que j'ai définis ici. Voilà, donc quelque chose de vraiment très simple à mettre en œuvre. Je vous invite vraiment à tester. En fait, on n'a forcément pas le temps en fait, sur cette session d'aborder l'ensemble de vous présenter l'ensemble de ces services. Je vous invite vraiment à les tester. Pour ça, je pense qu'on vous l'a déjà présenté, mais n'hésitez pas à souscrire au programme Activate. Vous aurez accès au support premium, vous aurez accès à la communauté des utilisateurs, vous aurez accès au forum technique d'AWS. Et aujourd'hui, vous avez justement un crédit de 100 $ en fait, si vous souscrivez au programme Activate. Avec 100 $, vous allez pouvoir déjà jouer un bon moment avec Lambda et avec ECS. Et dernier point, la date du Summit, en fait, qui est le gros événement annuel au niveau d'AWS, qui aura lieu cette année le 23 juin au CNIT à la Défense, avec des tracks spécifiques pour les startups, avec des tracks plus générales, avec en général également la présence d'un VP AWS pour parler un peu plus de la stratégie globale également. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions, c'est le moment. Il nous reste un petit peu de temps. J'ai un petit peu débordé, mais n'hésitez pas à nous poser des questions, que ce soit à moi ou que ce soit à Jérôme si vous le souhaitez. Je crois avoir vu des mains se lever là-bas. Allez-y. Bonjour. Ça marche là? Oui, c'est bon. Dans le cadre d'un service comme Amazon Lambda, pour l'instant c'est uniquement des fonctions Node.js. Oui. Vous prévoyez peut-être de pouvoir créer des fonctions dans d'autres langages type Ruby ou Ruby ou Ruby. Éventuellement. Pour l'instant, on est effectivement uniquement en Node.js. J'ai vu des expérimentations et on arrive à le faire tourner pour faire tourner du Java en fait sur Lambda. Le problème, c'est que ça oblige à monter la JVM et qu'on a du coup une surconsommation de mémoire. Donc il y aura vraiment cette contrainte-là, je pense, sur effectivement le temps d'exécution. Donc essayer d'avoir un langage extrêmement performant avec une empreinte mémoire la plus faible possible. Et c'est pour ça qu'on s'est vraiment orienté sur Node.js aujourd'hui. Est-ce qu'on va avoir d'autres langages demain au niveau de Lambda? J'ai vraiment pas du tout de visibilité là-dessus. Une fois de plus, on est toujours drivé par les demandes de nos clients. Donc n'hésitez pas à pousser si vous avez des besoins et sur d'autres langages à gérer par Lambda. N'hésitez pas à nous remonter ce besoin-là, on pourra aussi nous le faire remonter en interne. Mais pour l'instant, aujourd'hui, c'est uniquement du Node.js. Du coup, une autre question. Ouais. Si un des composants justement de Node.js repose sur une bibliothèque C, par exemple, éventuellement, vous parliez des images tout à l'heure, comment l'installation de, je sais pas, ImageMagick ou quelque chose comme ça? Alors ImageMagick, en l'occurrence, est déjà installé. Donc il y a déjà un certain nombre, de la même façon, en fait, les bibliothèques supportées, il y en a un certain nombre qui sont déjà préinstallées, ImageMagick en fait partie, et c'est des choses qu'on va faire évoluer au fur et à mesure. Je ne pense pas qu'on donnera d'accès en fait, à cette bibliothèque de composants accessible à travers le Node.js. L'idée, je pense, c'est vraiment de rester sur un service très orienté PaaS, où on n'a pas du tout à soucier de l'infrastructure, même si je suis d'accord avec vous que ces bibliothèques ne sont pas forcément directement liées à l'infrastructure. Mais voilà, on est obligé de faire un choix finalement par rapport à ça. Mais une fois de plus, c'est vraiment par les remontées clients qu'on pourra faire évoluer ce service. Merci. Merci. Oui. Oui, tout à fait, effectivement. Je n'ai pas parlé de l'intégration des conteneurs Docker dans Elastic Beanstalk. C'est une excellente remarque, parce qu'entre le moment où on a finalisé cette présentation et jeudi dernier, puisque je pense que ça a dû être annoncé jeudi dernier ou mercredi dernier, on a maintenant dans Elastic Beanstalk, donc on avait déjà la gestion de Docker depuis un petit moment maintenant. On a également la gestion du multi-conteneur Docker. Donc c'est effectivement un point que je vous invite très fortement à tester. Aujourd'hui, ECS, il est encore assez rugueux en termes d'usage, si je puis me permettre le terme, c'est-à-dire que vous allez tout faire en ligne de commande. On n'a pas encore, ça va arriver, mais on n'a pas encore la console associée à ECS, et on n'a pas le support des ELB, on n'a pas le support de l'autoscaling. D'où effectivement cette remarque est très bonne sur le fait d'utiliser Elastic Beanstalk. Vous avez du multi-conteneur Docker,
vous avez déjà toute la console classique d'Elastic Beanstalk avec justement le support de SOLB et de l'autoscaling. Donc ça peut être effectivement une très bonne approche également si vous souhaitez déployer des microservices sur AWS. Et c'est effectivement tout récent puisque c'est sorti de mémoire mercredi dernier. Oui. J'ai une question d'architecture, peut-être un petit peu stupide, mais... Il n'y a jamais de question stupide, mais... Si on part d'une idée de faire des microservices qu'on agrège dans un container Docker, est-ce que ça ne vient pas en opposition avec l'ensemble des services qui sont aujourd'hui proposés dans Amazon? C'est-à-dire que si je mets ma JVM, mon serveur d'app et tout dans mon container pour en faire un microservice, ça containerise dans un sens, mais d'un autre côté, j'avais déjà ces trois éléments de manière indépendante dans Amazon que je pouvais assembler pour faire un service. Donc, comment vous voyez un peu le... Je pense que la question elle est vraiment effectivement sur l'optimisation des ressources. On voit bien que des instances unitaires, et c'est vraiment une question qu'on s'est posée avec Aldébaran et qu'on se pose avec d'autres clients qui ont ce type de problématique, qui font ce choix d'architecture, de vouloir vraiment exploiter au maximum les instances qu'on a à disposition. Donc je pense que toute la question est là, et aussi sur l'aspect consistance. En fait, est-ce que je vais vraiment être capable d'être certain d'avoir une bonne consistance entre mes différents environnements, y compris au niveau des librairies. Enfin, je sais qu'avec Aldébaran, on avait aussi discuté. Il y a eu quelques épisodes un petit peu douloureux de micro-différences, mais avec un maxi-impact sur des différences entre les environnements de dev et de production ou d'autres environnements. Et il y a aussi cet intérêt-là avec Docker. Moi je n'aurais pas tendance à opposer les deux. Effectivement, c'est des choix d'architecture un petit peu différents. C'est vraiment à voir en fonction du besoin. Comme d'habitude, je vais faire la réponse d'architecte AWS, et ça dépend. Il faut vraiment étudier en fonction du cas d'utilisation. Mais en tout cas, c'est quelque part une nouvelle direction qui s'offre à nous aussi en termes de choix d'architecture, et qui peut être à considérer en tout cas et à étudier en fonction vraiment une fois de plus en fonction du besoin. Moi, je vais faire la question différemment. Alors, dans quel cas il serait plus intéressant d'implémenter un microservice sous la forme d'un container et non pas en réutilisant des services Amazon existants? Je pense que c'est vraiment lié à la taille du service. C'est vraiment une question de granularité. Si on va vraiment jusqu'au bout de cette notion de microservice, on va vraiment d'avoir des choses avec une granularité extrêmement fine, qui font que les instances seront toujours trop grosses par rapport à ce qu'on veut réaliser en termes de service. Et dans ce cas-là, en fait, je pense que ça a clairement de l'intérêt. Je vois ça vraiment par rapport à la granularité. Oui. Bonjour. Bonjour. J'aurais une question concernant la criticité. C'est très dur à accomplir. La criticité. Merci. Voilà. Concernant certains microservices, parce que vous en parliez tout à l'heure pour le cas d'Amazon, le portail qui est une agrégation de plusieurs centaines de microservices. Voilà, tout à fait. Donc, en lui-même, cette agrégation de services est un microservice. Parce que, oui. Il y a un moment où il y a bien quelque part, on va compiler tous ces microservices pour. Ça peut être celui qui va compiler le microservice, ça peut être le navigateur. On peut très bien appeler en fait indépendamment des services qui sont accessibles en JavaScript. Il n'y a pas forcément besoin d'agréger l'ensemble. Voilà. Non, mais en fait, bon, je vais en venir directement à la question. Mais donc, par exemple, on va appeler une page, un simple serveur Apache ou enfin un simple serveur HTTP en somme, et il va nous répondre si ce serveur tombe. Ça veut dire que tous les autres services ne sont plus accessibles en théorie. Comment on peut gérer la criticité d'un service pour vraiment le sécuriser un maximum? Après, en fait, on va retomber sur une gestion de la haute disponibilité sur des infrastructures web relativement standards, avec du load balancing, plusieurs instances derrière. Je pense que par rapport à ça, la containerisation ne change pas vraiment les mécanismes de haute disponibilité. On va rester sur du load balancing, déployer plusieurs instances, déployer plusieurs conteneurs. On reste à peu près sur les mêmes mécanismes en fait, là, par rapport à ça. Moi, je ne vois pas de différence majeure en fait, en termes d'architecture sur la partie haute disponibilité. D'accord, merci. Je vais peut-être prendre une dernière question. Je pense qu'on va arriver au bout du temps qui nous est imparti. Je vois deux mains qui se lèvent là-bas.
Bonjour. Bonjour. Alors nous, on a un microservice qui tourne déjà sur AWS. D'accord, félicitations. Je suis très content d'avoir le sujet. L'une des difficultés qu'on rencontre sur le marché, c'est le manque de connaissance on va appeler ça les grands comptes, des comptes traditionnels sur l'architecture microservice en général. Alors vous êtes au point, Netflix aussi. Vous avez cité en termes, et j'aimerais leur citer des exemples de boîtes qui l'ont fait, et pour qui ça marche, avec une trajectoire de progression. Donc tu as cité Netflix, là on vient de voir Aldébaran, donc j'en étais très content. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres... Je parlais du Guardian tout à l'heure, qui avait justement une adoption progressive des microservices. Lors de la dernière conférence Reinvent, il y avait aussi Nike, qui est une référence publique. En fait, après, on va toujours avoir la problématique des références publiques versus les références privées. Je sais qu'il y a pas mal d'éléments en fait, sur YouTube ou sur nos chaînes. Je pourrais vous donner ces références-là en fait, de Nike, qui a également ce type d'infrastructure et qui a communiqué sur le sujet. Ok, merci. Voilà. Bon, je crois qu'on va arriver au bout du temps qui nous est imparti. N'hésitez pas à venir me voir directement si vous avez des questions. Je vous remercie pour votre participation et à très bientôt. Merci.